Voilà, bon, donc du coup, on va passer également dans d'autres types de cultures, en arboriculture fruitière. Et puis, on va aussi aller un peu plus dans le sud, on est dans la Drôme. Donc, sur l'unité expérimentale INRAE, c'est qui a fusionné avec l'URSTEA, c'est devenu INRAE, de Gotteron. Nous avons, nos missions, c'est concevoir, expérimenter, évaluer des pratiques et des systèmes durables en arboriculture fruitière. Le site, pour vous situer, donc c'est juste, bon, c'est 80 hectares, dont 12 d'arbres, mais on a 8 km de haies implantés dans les années 80-90. Dans un objectif brise-vent, on est en vallée du Rhône, hein, donc forcément, on a un objectif de brise-vent, mais on n'a plus aucune haie historique de peuplier ou de cyprès, des haies monospécifiques. On n'a plus que des haies composites qui ont été travaillées avec l'Institut de développement forestier, et voilà, par rapport à cet aspect brise-vent, mais également par rapport aux aspects biodiversité, et je vais vous faire un focus là-dessus. Donc, on en a parlé, c'est vraiment multifonction, hein. Nous, comme je disais, c'est brise-vent, ça peut limiter les dérives lors des traitements phyto, ça a été évoqué, protection contre l'érosion, des productions diverses et variées. Le bois, hein, bien sûr, je ne l'ai pas cité, mais c'était moins courant. Refuge pour la biodive. Et puis, fourniture de ressources pour les auxiliaires. C'est ce point-là que je vais partager. Donc, on a une expérience de constitution d'assemblages végétaux pour favoriser les auxiliaires par rapport à certains bioagresseurs du verger. Donc, tous ces travaux nous ont amenés à proposer des principes de constitution de haies, d'assemblages végétaux. Pourquoi? Tout simplement parce que selon les contextes et selon les objectifs, c'est pas du copier-coller, hein. Ce qui est implanté chez nous ne sera pas forcément pertinent ailleurs. Et donc, l'idée, c'est vraiment d'avoir des critères pour choisir ces essences. Donc, alors, bien sûr, il faut que ce soit adapté au sol et au climat. Si on attend des fonctions et que ça ne pousse pas, elles n'y seront pas. Mais il peut y avoir plein d'objectifs spécifiques ou autres, que ce soit pour la biodiversité, que ce soit pour des productions secondaires, pour la compartimentation de l'espace, etc. Donc, il faut tenir compte de tout ça. Et par rapport aux aspects auxiliaires, on a identifié trois principes importants qui vont, voilà, qu'il faudrait respecter, je dirais, de manière à limiter, pour le premier principe, ce que Sébastien appelait les 10 services, c'est-à-dire que des haies, c'est des corridors. Ça peut aussi permettre de favoriser la dispersion de ravageurs ou de maladies. Donc, l'idée, c'est de ne pas implanter d'essence d'espèces végétales qui va héberger des maladies de quarantaine ou des maladies vraiment, ou des ravageurs vraiment problématiques pour la culture d'à côté. Par exemple, l'aubépine héberge le feu bactérien. Nous, on ne la met pas dans nos haies. Il y en a dans les bosquets, etc. On la laisse, bien sûr, hein, mais ça, on ne va pas la mettre. Ensuite, un deuxième principe, c'est essayer de choisir des espèces qui vont offrir le gîte et le couvert à un ensemble de groupes fonctionnels pour le verger. Donc, c'est à la fois des prédateurs qui vont être généralistes, d'araignées, etc., et puis des choses beaucoup plus spécialistes. On a parlé déjà de cirfes, de coccinelles, de punaises prédatrices, etc. Et puis, le dernier point, vous allez me dire, bon, ils sont un peu évidents, hein, ces premiers points. Oui, ok, mais pourquoi le rappeler n'est pas forcément inutile. Et puis, le dernier point important, c'est que ces ressources et ces habitats, il y en a une succession tout au long de la saison. Je vous le montre tout de suite avec une haie qu'on a implantée. Donc là, vous avez un certain nombre d'essences qui sont proposées. Ce qui est important, ce n'est pas le nom des espèces qui ont été implantées. Donc, on est sur une haie double avec des augées qui font entre autres aussi brise-vent et puis des arbustes bas, plus pour ces fonctions. Ce qui va être important, c'est d'avoir des abris d'hivernation. Par exemple, avec des feuillages persistants, nerfs, viornetins,
Des floraisons très précoces, ça donne une nourriture qualitative intéressante pour les punaises, par exemple, avec du pollen, les noisetiers, les saules-marceaux, les chatons là, qui vont fleurir. Et puis bon, les autres essences, ça va plus être du nectar et du pollen. Ensuite, un aspect super important également, c'est d'avoir également d'autres types de ressources alimentaires, du garde-manger si vous voulez, avec des espèces qui vont héberger des pucerons ou des psylles, donc des ravageurs, enfin des phytophages si vous voulez, spécifiques, mais des proies qui ne vont pas être des ravageurs pour les cultures. Par exemple, le sureau va héberger le puceron du sureau. C'est un puceron qui n'ira que sur le sureau et qui n'ira jamais sur le poirier, le pêcher, le pommier d'à côté. Okay. Ensuite, forcément des floraisons de saison, hein, là c'est le sureau par exemple. Et puis pour boucler la boucle, de nouveau des floraisons d'automne, il y a également le lierre, voilà, d'autres espèces. Voilà un petit peu la façon dont on a construit nos assortiments végétaux pour répondre à cet objectif de favoriser les auxiliaires, toute une gamme d'auxiliaires. Hein. Tout le monde s'y retrouve là-dedans, à la fois des prédateurs de pucerons, d'acariens, des prédateurs plus généralistes comme des forficules, des araignées. Et si je vous fais relire la même chose avec les caractéristiques de plantes, ce qu'on appelle en jargon agronomique les traits fonctionnels, pour choisir vos plantes, finalement, c'est pas grave que le nom, enfin, je dis autrement. L'idée, c'est pas que vous reteniez les noms que j'ai cités. L'idée, c'est que vous reteniez que par exemple, telle espèce, le nerf prend à la terre en l'occurrence, a un feuillage persistant, donc il va fournir de l'abri d'hivernation. Il y a des feuilles pileuses, et donc ça, c'est pas mal, ça va retenir plein de petits pollens en suspension et tout ça, et donc ça fait également des petites sources de nourriture pour un certain nombre d'acariens ou d'autres petits insectes qui eux-mêmes se font manger par les plus gros, etc. Et puis bon, voilà, d'avoir des rameaux en croissance, ça va attirer à certaines périodes, ça va attirer des pucerons. Bon là, on parlait poirier, donc psylles, etc. Donc voilà, ça permet comme ça d'identifier qu'est-ce qui va être intéressant. Des fleurs précoces de saison tardive. Les haies, bien sûr, mais pas que. Donc il y a les haies, il y a les pratiques, bien sûr, les pratiques sur la haie et dans les parcelles cultivées en bordure des haies. Et donc, on peut penser à plein d'autres choses. On peut penser aux couverts. Voilà. Et comment on gère ces couverts, fauche alternée, etc. Souvent, c'est la suppression de la ressource qui va appauvrir le milieu également. Hein. Donc, quand on fauche, voilà, c'est quelque chose qui peut pas mal impacter. Et puis, il y a, ces couverts peuvent aussi offrir le gîte et le couvert aux auxiliaires. Donc, on a tout intérêt, ça vient d'être dit, hein, à réfléchir de concert ces strates. Et une haie sera d'autant plus riche qu'elle est multistrate. Hein. Et évidemment, il y a tous les autres habitats qui vont être présents. Tout ça à combiner pour des systèmes plus ou moins complexes. Hein. On n'a pas obligé forcément de compliquer toujours énormément. Les qu'on a testés, par exemple, il y a 8 à 10 essences différentes. On n'est pas à 30 essences différentes. Hein. Donc voilà, on a quand même des choses sympathiques avec ça. Et puis pour finir, voilà, des principes de base simples et génériques. Alors après, est-ce que ça marche? C'est une question qui est quand même posée et qui est légitime. Alors oui, ça permet d'accueillir des auxiliaires. C'est démontré sans problème. Par rapport au contrôle des ravageurs, en arbo, on va pouvoir contrôler des ravageurs qui peuvent être tolérés à des niveaux de population relativement élevés, c'est-à-dire les acariens, certains pucerons, les psylles. En revanche, si on parle du Carpocaps des pommes, pour ceux qui connaissent, voilà, très peu d'individus vont créer beaucoup de dégâts. Donc là, c'est beaucoup plus compliqué. Mais ce maintien de biodifonctionnel, il est crucial
euh, sur du long terme, je pense, et, euh, et même à plus court terme, mais en tout cas, par rapport à de la stabilité du milieu, par rapport à des nouvelles espèces, par rapport à des invasions qu'on peut avoir, ça tamponne quand même d'avoir cette task force, ce pool d'auxiliaires qui va être présent là. Voilà, donc bon, ça va demander des connaissances, mais vous avez de plus en plus énormément de références régionales sur les espèces, leur phénologie, dans les espaces dans les habitats semi-naturels, dans des bosquets, etc. Regardez ce qui pousse, regardez qu'est-ce qui fleurit quand, etc. Donc voilà, on a voilà, de l'observation et des références régionales, ça peut permettre assez facilement de constituer son propre assemblage sur mesure. Hein, voilà. Et puis, ben, voilà, c'est vraiment une approche globale. Hein. C'est pratique, système de culture et aménagement. J'ai parlé échelle parcelle, hein, mais c'est échelle ferme. Et j'ai pas osé mettre paysage, mais oui, complètement. Hein. J'ai essayé de faire court et rapide. Merci de votre attention.